Quatre responsables politiques pour piloter un seul et même domaine stratégique. Oui, vous avez bien entendu quatre. Dans l'Algérie de 2026, sous la direction de Abdelmadjid Tebboune, on atteint un niveau d'originalité institutionnelle rarement observé. Quatre responsables politiques pour piloter un seul et même domaine stratégique. Oui, vous avez bien entendu quatre. Dans l'Algérie de 2026, sous la direction de Abdelmadjid Tebboune, on atteint un niveau d'originalité institutionnelle rarement observé ailleurs, où l'exception semble devenir la norme, car il fallait y penser, multiplier les postes, quadrupler les fonctions, accorder à chacun les mêmes privilèges et les mêmes rémunérations, tout en mobilisant des moyens considérables de l'État pour un secteur qui autrefois ne nécessitait qu'un seul ministre. Une brillante démonstration, diront certains, d'une vision hors norme ou d'un sens très particulier de l'organisation. Bienvenue dans cette nouvelle configuration où un ministère unique, celui de l'énergie et des mines, a été méthodiquement découpé en plusieurs entités avec deux nouvelles structures venant s'ajouter à celles déjà existantes, portant ainsi le total à quatre figures ministérielles chargées d'un même champ d'action, une véritable équipe élargie pour une seule mission. Ainsi va l'Algérie version Abdelmadjid Tebboune, une gouvernance qui laisse perplexe entre audace apparente et logique difficile à saisir, au point qu'on ne sait plus s'il faut admirer ou s'interroger. Lorsqu'on observe la situation avec un minimum de distance, difficile de ne pas être frappé par le caractère totalement atypique de ce qui se déroule actuellement en Algérie. Le 9 avril 2026, Abdelmadjid Tebboune a procédé à un remaniement ministériel qui mérite qu'on s'y attarde. Mais en quoi consiste réellement ce grand chamboulement? L'ancien responsable d'un portefeuille combiné, Mohamed Arkab, voit désormais son champ d'action réduit aux seuls hydrocarbures. Parallèlement, Mourad Hanifi fait son entrée pour prendre en charge les mines et les activités minières. Et comme si cela ne suffisait pas, Karima Tafer est nommée secrétaire d'État, une fonction officiellement inférieure, mais qui dans les faits s'apparente fortement à celle d'un ministre. Résultat, une architecture gouvernementale où les postes se multiplient autour d'un même secteur. Et pourquoi en arrive-t-on là? Tout simplement parce qu'il existait déjà un autre acteur clé, Mourad Adjal, en charge depuis 2025 de l'énergie et des énergies renouvelables. Lui supervise l'électricité, la production et la distribution énergétique, ainsi que les politiques liées aux énergies vertes et à la performance énergétique. De leur côté, Arkab s'occupe exclusivement du pétrole et du gaz, tandis que Tafer et Hanifi héritent de tout l'univers minier du fer au phosphate en passant par les métaux rares et stratégiques. On se retrouve donc avec quatre figures pour piloter un seul secteur, une configuration jamais observée auparavant dans le pays. Car il faut rappeler qu'avant septembre 2025, tout cela relevait d'un seul et même ministère regroupant énergie, mines et renouvelables, déjà dirigé par Arkab. Une première séparation avait eu lieu avec l'arrivée d'Adjal, mais ce qui se passe en avril 2026 va encore plus loin. Désormais, les mines sont partagées entre deux entités, les hydrocarbures isolés dans un autre portefeuille et l'énergie confiée à une structure distincte. Une fragmentation extrême qui soulève une question évidente: est-ce que vraiment rationnelle, difficile à croire? Pire encore, cette organisation pourrait s'avérer inefficace, voire nuisible pour l'économie nationale. Et vous allez comprendre pourquoi. Partout sur la planète, une évidence s'impose sans débat: l'énergie et les ressources minières avancent main dans la main comme deux faces d'un même système économique. Dès qu'on évoque l'énergie, on pense immédiatement au pétrole, au gaz, mais aussi aux alternatives modernes comme le solaire, l'éolienne, l'hydrogène ou encore l'hydroélectricité. Bref, tout ce qui permet de produire de l'électricité avec ou sans hydrocarbures. Et du côté des mines, certaines matières premières participent directement à cette production. Le charbon alimente les centrales, l'uranium fait tourner les réacteurs nucléaires. Autrement dit, une partie du sous-sol sert déjà à fabriquer de l'énergie. Mais même lorsque ce n'est pas le cas, le lien reste indissociable car aucune activité industrielle ne peut exister sans combiner matières premières et puissance énergétique. Que ce soit pour transformer du fer, du cuivre, du zinc, de l'or ou de la bauxite, tout repose sur ce duo fondamental. Et ce n'est pas tout exploiter ces ressources, les transformer, les intégrer dans une véritable chaîne industrielle capable de produire des biens à valeur ajoutée nécessite obligatoirement un apport énergétique massif. Extraire un minerai, le traiter, le raffiner, tout cela demande du gaz, du pétrole, de l'électricité et même de l'eau. Sans énergie, les mines restent inutilisables. Sans matières premières, aucune industrie ne peut voir le jour.
C'est précisément pour cette raison que pendant des décennies, l'Algérie a maintenu un seul ministère regroupant ces deux domaines, une organisation héritée des années 90. Certes, le pays a longtemps privilégié les hydrocarbures, laissant les mines en retrait, mais elles n'ont jamais été séparées administrativement. Car au fond, les enjeux sont identiques, financiers, économiques, industriels. Séparer ces deux univers revient à ignorer une réalité simple, énergie et mines ne forment qu'un seul et même écosystème. Difficile de ne pas s'interroger sur l'origine de cette décision signée Abdelmadjid. Tebboune, inspiration géniale ou simple improvisation? Qui lui a soufflé une telle idée? Et surtout, pourquoi maintenant, en réalité, la réponse semble assez claire. La récente création d'un portefeuille entièrement consacré aux mines traduit avant tout une insatisfaction vis-à-vis de Mohamed Arkab. Jugé lent, inefficace et incapable de répondre aux attentes, il n'aurait pas su porter les projets majeurs du secteur. Que ce soit pour Garat Djebilet, le phosphate de Tébessa, ou encore le gisement de zinc et de plomb à Béjaïa, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Retards accumulés, gestion approximative, manque de vision. Le constat est sévère aux yeux du pouvoir Arkab, n'a pas été à la hauteur et semble dépassé par l'ampleur des enjeux miniers. Mais ce n'est pas tout. Derrière ces contre-performances, il y aurait aussi des promesses non tenues, des décisions discutables et une série d'erreurs qui ont freiné, voire paralysé le lancement de ces projets stratégiques. Face à cela, Abdelmadjid Tebboune développe sa propre lecture de l'avenir, une conviction presque doctrinale. Pour lui, il faut anticiper l'après-pétrole, car les chiffres parlent d'eux-mêmes avec une production avoisinant les 900 000 barils par jour et une capacité d'exportation qui dépasse à peine les 400 000, la marge reste limitée. Quant au gaz, la situation n'est guère plus rassurante, la consommation nationale absorbe déjà plus de 65% de la production et cette proportion pourrait franchir les 80% dans les prochaines années. Autrement dit, à l'horizon de 2029 à 2030, les volumes exportables risquent de fondre dangereusement. Dans ce contexte, Tebboune semble persuadé d'avoir trouvé la solution, une stratégie qu'il considère comme audacieuse, presque visionnaire, voire révolutionnaire pour redessiner l'économie du pays. Dans l'esprit de Abdelmadjid Tebboune, l'équation semble simple, tourner la page des hydrocarbures et miser sur les richesses minières pour prendre le relais. Et pour réussir ce virage, il imagine une organisation sur mesure où chaque segment aurait son propre pilote, son propre ministère, son propre chef d'orchestre, une logique qui sur le papier pourrait presque sembler structurée. Sauf qu'en pratique, on dépasse largement ce cadre. Ce n'est pas un seul ministère qui a été dédié aux mines, mais toute une constellation de postes, un ministère, un autre portefeuille, un secrétariat d'État pendant que les hydrocarbures sont isolés et que l'énergie, elle se retrouve réduite à une entité centrée sur l'électricité et les renouvelables. Résultat, une fragmentation poussée à l'extrême. Et derrière cette architecture, on peut déjà identifier plusieurs dérives majeures, au moins 4 conséquences préoccupantes qui découlent directement de ce choix. Car contrairement à ce que semble croire le président, empiler les structures, multiplier les responsables et densifier encore davantage une bureaucratie déjà complexe ne crée pas de performance. L'idée selon laquelle il suffirait de confier chaque dossier à un expert à la tête d'un ministère pour accélérer les projets relève davantage de la théorie que de la réalité. En pratique, cette inflation administrative alourdit les circuits de décision, complique la coordination et freine l'exécution. Loin d'améliorer l'efficacité ou la qualité du management, ce modèle risque surtout de produire l'effet inverse, ralentissement, blocage et absence de résultats concrets. Alors pourquoi cette décision pose-t-elle problème? En réalité, elle ouvre la porte à plusieurs dérives majeures, 4 pour être précis, qui illustrent parfaitement les limites de cette approche signée Abdelmadjid Tebboune. Le premier risque, et sans doute le plus évident, c'est l'effacement pur et simple des responsabilités. À force de multiplier les ministres sur un même périmètre, plus personne n'est clairement comptable des résultats. Succès ou échec? Impossible de désigner un responsable. Chacun trouvera toujours une excuse. Imaginons un grand projet minier bloqué faute d'énergie ou d'infrastructures adaptées. Le responsable des mines pointera du doigt celui des hydrocarbures pour un manque de gaz, tandis que ce dernier renverra la balle aux travaux publics pour des équipements inexistants. Et ainsi de suite. C'est un véritable jeu de renvoi permanent où personne n'assume rien. Résultat, une dilution totale des responsabilités.
Les discours deviennent prévisibles, ce n'est pas moi, c'est l'autre ministère, ce n'est pas notre faute. Chacun se décharge, chacun se protège. Dans un tel système, au lieu de fluidifier les projets et de stimuler la création de richesses ou d'emplois, on installe un climat de blocage. Les délais s'allongent, les tensions s'accumulent, les intérêts divergents. Et ce qui devait être une solution pour accélérer le développement se transforme en une machine à ralentir, voire à paralyser toute dynamique économique. Deuxième effet pervers et pas des moindres, la machine décisionnelle se grippe. Plus on empile de responsables, plus on multiplie les signatures à obtenir et ce qui était censé fluidifier la gestion finit par la bloquer complètement. Là où une seule autorité pouvait trancher rapidement, on se retrouve désormais avec une cascade d'intervenants, un pour le pétrole, un pour l'électricité, un autre pour les mines, sans oublier le secrétaire d'État. Résultat, chaque projet devient un parcours du combattant administratif. Pourtant, tout est lié, impossible d'exploiter un gisement sans énergie, impossible de bâtir une industrie sans matières premières et impossible de faire fonctionner l'ensemble sans coordination. Mais au lieu d'un pilote unique, on disperse les décisions entre plusieurs centres de pouvoir. Conséquence directe des validations enchaînent des accords multiples des dossiers qui circulent d'un bureau à l'autre. Pour obtenir de l'électricité, il faut frapper à une porte, pour le gaz à une autre, pour une autorisation minière encore ailleurs. Et ainsi de suite, 4 interlocuteurs pour un seul secteur, on atteint un niveau de complexité qui frôle l'absurde. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre problème majeur apparaît la facture. Car derrière ces nominations en cascade, il y a un coût bien réel. Multiplier les ministères, qu'il s'agisse des hydrocarbures, des mines, de l'énergie, ou même d'un secrétariat d'État, ne se limite pas à distribuer des titres. Chaque poste implique une structure complète locaux, équipe conseiller, administration, véhicule, budget de fonctionnement et de communication. Autrement dit, créer un ministre, c'est créer tout un appareil autour de lui. Et dans un contexte où l'Algérie fait déjà face à des tensions budgétaires importantes, cette inflation institutionnelle risque d'être perçue comme un luxe difficilement justifiable, voire comme un gaspillage pur et simple des ressources des publics. Et pendant ce temps, ces ressources financières colossales qui auraient pu être orientées vers des priorités vitales comme la modernisation des barrages ou le développement des unités de dessalement pour assurer l'accès à l'eau potable sont englouties ailleurs. Prenons un exemple concret, Annaba, l'une des régions les plus importantes du pays, traverse une crise sévère liée à l'eau. Une situation critique presque chaotique. Mais au lieu de canaliser les budgets vers ce type d'urgence, on préfère les disperser dans la multiplication des postes ministériels avec des responsables grassement rémunérés, souvent éphémères, qui apparaissent et disparaissent au rythme des remaniements. Une gestion qui donne l'impression de jeter l'argent public sans réelle stratégie alors même que des secteurs essentiels attendent des investissements. Et ce n'est pas tout. Derrière cette organisation se cache une autre mécanique bien rodée, celle du fusible politique. À chaque dysfonctionnement, il faut un coupable. Alors, on désigne un ministre, on le sanctionne, on le remplace, comme ce fut le cas dans le secteur de l'eau, pour calmer la colère des habitants d'Annaba, notamment à l'approche d'événements sensibles. Le message est simple, s'il y a un problème, c'est forcément la faute d'un individu. Une fuite d'eau, une mauvaise gestion du réseau, on pointe du doigt un responsable et l'affaire est close. En réalité, ce système repose sur une logique où l'on multiplie les décideurs non pas pour mieux gouverner, mais pour toujours avoir quelqu'un à sacrifier. Ainsi, la responsabilité ne remonte jamais plus haut. Ni le sommet de l'État, ni les institutions centrales ne sont remises en cause. Tout repose sur un seul maillon qu'on peut remplacer à volonté. Mais cette stratégie a un prix, une instabilité permanente. Chaque nouveau ministre arrive avec sa propre équipe, ses propres orientations, ses propres priorités, souvent en contradiction avec celles de son prédécesseur. Les dossiers en cours sont ralentis, voire stoppés. Les décisions se contredisent, les politiques changent constamment. Résultat, aucun projet n'avance réellement. Sous l'ère Abdelmadjid Tebboune, ce cycle se répète encore et encore. Tous les 6 mois, un nouveau visage, une nouvelle structure. Mais toujours le même constat de stagnation, désordre et confusion généralisée. Une véritable anarchie administrative. Et puis vient un 4e problème, peut-être le plus stratégique de tous, le message envoyé à l'extérieur. Car dans des secteurs comme l'énergie ou les mines, difficile de faire l'impasse sur les capitaux étrangers. Exploiter le fer, le zinc, le plomb, les terres rares, ou même développer les hydrocarbures, exige des investissements colossaux, des milliards que le pays ne peut pas mobiliser seul. À cela s'ajoute un autre élément crucial, l'expertise.
Technologie, savoir-faire, innovation, tout cela dépend largement de partenaires internationaux. Mais que vont découvrir ces investisseurs en arrivant à une organisation floue presque illisible? Qui prend les décisions à quel moment et surtout à qui faut-il s'adresser? Face à cette multiplication des interlocuteurs, les démarches deviennent confuses, longues, décourageantes. Au lieu d'un point de contact clair et puissant, ils se retrouvent face à une mosaïque de structures chacune avec ses règles et ses procédures. Résultat, un climat d'incertitude qui risque de refroidir les ambitions. Car dans ce type d'environnement, les partenaires étrangers recherchent avant tout de la clarté et de la stabilité. Un seul ministère fort capable de centraliser les décisions inspire bien plus de confiance qu'un système fragmenté où les responsabilités sont dispersées. À force de complexifier l'organisation, on finit par rendre les négociations interminables et potentiellement faire fuir ceux dont dépend pourtant une grande partie du développement du secteur. Aujourd'hui, pour avancer sur un simple dossier, il faut naviguer dans un véritable labyrinthe administratif. Un document à obtenir ici, une autorisation ailleurs, puis encore un rendez-vous avec un autre responsable. Là où une seule signature suffisait autrefois, il faut désormais multiplier les démarches, enchaîner les réunions avec 2 voire 3 ministres pour décrocher des validations qui pourraient être centralisées. Franchement, difficile d'y voir une quelconque logique. Ce que met en place Abdelmajid Tebboune ressemble davantage à une désorganisation généralisée qu'à une réforme réfléchie. Une gestion brouillonne, désordonnée, presque improvisée. Mais alors, pourquoi s'engager dans une telle voie? La réponse tient dans une conviction profonde pour lui, l'après-pétrole passera par les mines. Avec l'érosion progressive des réserves d'hydrocarbures, il imagine une relance économique basée sur l'exploitation minière. Une vision ambitieuse, du moins en apparence. Et pour concrétiser cette idée, 3 projets occupent une place centrale dans sa stratégie, le gisement de Garad Jebilet, le complexe phosphatier de Tebessa et la mine de zinc et de plomb de Tala Hamza, près de Béjaïa. 3 piliers censés porter l'avenir économique du pays. Mais regardons-les de plus près. Prenons d'abord Garad Jebilet. Ce projet, souvent présenté comme une richesse exceptionnelle, a déjà été largement débattu. Pourtant, derrière les annonces, la réalité est bien moins reluisante. Le minerai contient une forte proportion de phosphore, environ 52%, ce qui complique énormément son traitement industriel. Certes, une infrastructure ferroviaire a été mise en place avec l'appui de partenaires chinois, mais l'exploitation reste encore embryonnaire. Et surtout, il faudra des années, des investissements massifs et des dépenses considérables avant d'espérer un retour sans garantie réelle de rentabilité. Autrement dit, un projet coûteux pour une ressource dont la valeur stratégique est discutable. Quant au phosphate de l'Est, lancé autour de 2018 à 2019, il devait initialement s'appuyer sur un grand groupe chinois prêt à financer l'essentiel du projet. Mais cette opportunité a été abandonnée, laissant place à des choix plus incertains dans un contexte déjà fragilisé. Là encore, les promesses initiales semblent loin de se concrétiser. À partir de 2022, nouvelle orientation, ou plutôt nouveau pari, d'autres partenaires chinois sont sélectionnés, mais très vite le doute s'installe. On découvre alors une réalité bien moins rassurante, les entreprises choisies n'ont ni la surface financière ni les compétences techniques nécessaires pour porter un projet d'une telle envergure. Autrement dit, des acteurs trop fragiles pour exploiter efficacement les gisements de Bled El Hadba d'Ebessa ou Oued Keberit. Résultat, le projet s'enlise. Puis, retournement de situation, les partenaires sont écartés malgré la création préalable d'une structure commune. Et comme solution de secours, on confie à Sonatrach la mission de reprendre le projet en solo à partir de 2024. Problème, ce n'est pas son domaine. L'entreprise est spécialisée dans les hydrocarbures, pas dans l'exploitation minière. Même sa filiale dédiée Asmidal souffre de dysfonctionnements évidents, manque de gestion efficace, déficit de compétences, insuffisance de moyens financiers. Dans ces conditions, difficile d'imaginer un développement rapide et ambitieux. Le projet phosphatier de Tebessa reste donc à l'arrêt ou au mieux avance à pas extrêmement lent. Passons maintenant à Tala Hamza. Sur le papier, le projet a tout pour séduire. Le site de Tala Hamza à Mizour figure parmi les plus importantes réserves inexploitées de zinc et de plomb à l'échelle mondiale, avec environ 53 millions de tonnes, dont une grande partie immédiatement exploitable. Les objectifs de production sont ambitieux, 170 000 tonnes de zinc concentré et 30 000 tonnes de plomb par an, avec une durée d'exploitation estimée à 2 décennies. Et il est vrai que ces 2 métaux sont très demandés dans de nombreux secteurs industriels, notamment les technologies modernes.
Mais derrière cette promesse, les obstacles sont nombreux. Le coût initial est élevé, près d'un demi-milliard de dollars, et le projet dépend d'un partenaire australien présent depuis longtemps mais confronté à de multiples difficultés. Même si une relance a été envisagée, l'incertitude demeure. Ce partenaire sera-t-il réellement capable de mener le projet à bien? Rien n'est moins sûr. Et au-delà de ces interrogations, plusieurs failles structurelles continuent de fragiliser l'ensemble. Alors pourquoi ce projet pose-t-il autant de questions? Tout simplement parce que derrière les promesses, les risques s'accumulent. D'abord, il y a la facture. Construire les infrastructures nécessaires représente un coût énorme. Mais surtout, il y a un autre enjeu bien plus préoccupant, l'impact environnemental. L'exploitation du plomb, par exemple, génère des déchets hautement toxiques. Et lorsque l'on sait que le site se situe à proximité de zones habitées et non loin du port de Béjaïa, les inquiétudes deviennent légitimes, notamment en matière de santé publique. À cela s'ajoute une menace souvent sous-estimée, celle qui pèse sur les ressources en eau. Dans plusieurs pays, des projets similaires ont entraîné un pompage massif des nappes phréatiques provoquant leur assèchement. Pire encore, en cas de fuite, ces mêmes nappes peuvent être contaminées par des résidus toxiques. Autrement dit, au-delà de l'exploitation minière, c'est tout un équilibre écologique qui peut être fragilisé. Certes, le projet promet environ 500 emplois directs et plusieurs milliers d'emplois indirects, tout en réduisant les importations de zinc et de plomb et en générant potentiellement des revenus à l'export. Mais ces bénéfices suffisent-ils à compenser les risques? Rien n'est moins sûr. Car au-delà des chiffres séduisants, les fragilités restent nombreuses et elles sont loin d'être négligeables. Sur le plan environnemental d'abord, mais aussi sur le plan financier. Le projet dépend fortement d'un partenaire étranger, notamment pour la technologie et le financement, et rien ne garantit que cet acteur tiendra ses engagements. Si ce soutien fait défaut, tout l'édifice pourrait s'effondrer. Et ce n'est pas tout. Pour lancer réellement l'exploitation, il faudra exproprier des terres agricoles, déclarer le projet d'utilité publique et indemniser les populations locales. Or, le site se situe en pleine zone habitée en Haute-Kabylie autour de Béjaïa, avec de nombreux villages concernés. La question du foncier devient alors extrêmement sensible. Entre contraintes sociales, défis environnementaux et incertitudes économiques, ce projet ressemble de plus en plus à une équation insoluble, un véritable casse-tête. Au fond, le message que tente d'imposer Abdelmajid Tebboune est clair: l'avenir économique du pays passerait par les ressources minières, une promesse séduisante, mais qui mérite d'être sérieusement nuancée. Car si l'on regarde les chiffres, la réalité est bien différente. Aujourd'hui, les hydrocarbures génèrent des revenus colossaux oscillant entre 40 et 50 milliards de dollars, avec des pics pouvant atteindre 60 milliards lorsque les prix flambent, comme lors des crises géopolitiques récentes. Face à cela, les projections les plus optimistes pour les mines restent très modestes, entre 5 et 10 milliards de dollars même, en supposant que des projets majeurs comme Gara Jebilet Tebessa ou Tala Hamza atteignent leur plein potentiel. Autrement dit, imaginer remplacer le pétrole et le gaz par les mines relève davantage du discours que d'une réalité économique crédible. Mais ce n'est pas seulement une question de volume financier. Le véritable enjeu réside dans la manière dont ces ressources sont exploitées. Extraire pour exporter à l'état brut rapporte peu. Transformer, industrialiser, créer de la valeur, voilà ce qui fait réellement la différence. Le fer, le zinc, le phosphate, tous suivent la même logique. Sans transformation locale, les gains restent limités. En revanche, dès lors qu'ils sont intégrés dans une chaîne industrielle, production d'acier, fabrication d'engrais ou autres produits dérivés, les revenus peuvent être démultipliés. Le problème, c'est que cette transformation suppose l'existence d'un tissu industriel solide. Et aujourd'hui, ce socle fait défaut. Faible investissement, manque de partenaires étrangers fiables, secteur privé insuffisamment structuré, autant de facteurs qui empêchent la montée en gamme. Résultat, le pays risque de se contenter d'exporter des matières premières brutes avec une valeur ajoutée minimale. Tant que des filières industrielles performantes comme l'automobile, l'électroménager ou les technologies ne seront pas développées, ces ressources minières ne pourront pas générer les richesses espérées. Autrement dit, sans industrie, les mines ne sont qu'un potentiel sous-exploité. Au final, ce que propose Abdelmajid Tebboune ressemble moins à une rupture qu'à un simple déplacement du problème. On ne sort pas réellement de la dépendance, on change simplement d'objet. Après le pétrole et le gaz, place aux ressources minières.
La logique reste identique, extraire, vendre, encaisser des devises, autrement dit, remplacer une rente par une autre. Car derrière cette stratégie, l'idée est limpide, exploiter au maximum tout ce que le sous-sol peut offrir pour générer des revenus à l'export. Mais voilà, cette approche repose sur une confusion fondamentale. Ce n'est pas l'extraction brute qui crée une véritable puissance économique. Ce qui fait la richesse d'un pays, c'est sa capacité à transformer ses ressources, à les intégrer dans un tissu industriel solide et à produire des biens à forte valeur ajoutée. Sans cela, on reste prisonnier d'un modèle fragile. Le problème, c'est que cette réalité semble ignorée ou volontairement mise de côté. La vision adoptée privilégie le court terme sans projection durable. On cherche une nouvelle source de devises rapide, stable en apparence, mais sans construire les bases d'une économie diversifiée. Résultat, au lieu de sortir du piège, on y replonge différemment. Une rente en remplace une autre sans évolution structurelle. Et les conséquences peuvent être lourdes. Non seulement ce modèle risque d'accentuer les fragilités économiques, mais il peut aussi aggraver les déséquilibres sociaux et environnementaux. Exploiter massivement les mines implique des impacts écologiques importants,